Vitesse et confort. Deux des choses que nous apprécions dans le transport aérien depuis 1903 grâce aux frères Wright. Il est indéniable que les avions facilitent nos déplacements quotidiens simplement en cabrant, en roulant et en s'inclinant. Mais parfois, le grand oiseau perd l'équilibre et s'écrase de façon dévastatrice. Bien que tous les accidents soient tragiques, certains sont pires que d'autres. Et dans cette vidéo, nous allons parler des pires accidents aériens de l'histoire. Bienvenue dans The Untold. Vol 123 de Japan Airlines. Cet accident est l'un des pires accidents aériens de l'histoire. Il s'est produit le 12 août 1985, lorsque le vol 123 de Japan Airlines a décollé de l'aéroport de Haneda, à Tokyo, à destination d'Osaka. Tout s'est déroulé normalement dès la première minute, jusqu'à ce que le chaos éclate à la 4e et à la 6e minute. La cloison de pressurisation arrière, qui aide à maintenir la pression dans l'avion et le protège d'une explosion, s'est soudainement rompue, provoquant une dépressurisation rapide de la cabine, arrachant la dérive de l'avion et désactivant les systèmes hydrauliques. Ce sont tout simplement les éléments qui permettent au pilote de contrôler les autres mécanismes de l'avion. En d'autres termes, sans ces fonctions essentielles, les pilotes se sont retrouvés avec un avion presque impossible à piloter. Avant même qu'ils puissent envisager une solution, l'avion a commencé à tourner hors de contrôle pendant 32 minutes terrifiantes. Après une lutte désespérée, les pilotes ont malheureusement perdu la bataille et l'avion s'est écrasé sur le flanc du mont Ogira. 505 passagers et 15 membres d'équipage sont morts, tandis que seulement 4 personnes ont survécu. Après enquête sur ce cas, il a été déterminé que la cause de la rupture de la cloison était une réparation inadéquate après un incident survenu plus de 7 ans avant l'accident. Cela a conduit les autorités à renforcer les réglementations et les politiques concernant la réparation des aéronefs afin de garantir qu'une catastrophe aussi facilement évitable ne se reproduise plus jamais. Catastrophe de l'aéroport de Tenerife. Lorsque l'on parle d'accident aérien, on pense généralement aux accidents survenus en plein vol. Celui-ci s'est produit sur la piste. L'accident a impliqué 2 avions très chargés de passagers qui sont entrés en collision sur la piste. Ces avions étaient exploités par KLM et Pan American World Airways. Les 2 avions avaient été déroutés vers cet aéroport ce jour-là et se préparaient à décoller pour poursuivre leur voyage vers Gran Canaria. Ce jour-là, l'avion de KLM assurait la liaison entre Amsterdam Schiphol et Gran Canaria. À bord se trouvaient 234 passagers et 14 membres d'équipage. Au moment du décollage de Tenerife, l'avion de Pan Am effectuait la liaison de Los Angeles à New York, JFK, puis vers Gran Canaria, avec 380 passagers et 16 membres d'équipage à bord. Malheureusement, le 27 mars 1977, une série d'événements incontrôlables a conduit les 2 avions à se retrouver sur la même piste sans pouvoir se voir. La première chose à noter est qu'aucun des 2 avions n'était initialement censé se trouver dans cet aéroport. Avec d'autres avions, ils ont été détournés de l'aéroport de Las Palmas de Gran Canaria, situé à proximité, en raison d'une alerte terroriste qui avait explosé dans le terminal, blessant 8 personnes. Les mouvements indépendantistes des îles Canaries ont revendiqué l'attaque et une alerte concernant un second lieu a été lancée pour cette raison. Tous les avions arrivants ont été détournés vers l'aéroport de Los Rodeos, beaucoup plus petit. L'aéroport ne disposait que d'une seule piste, d'une voie de circulation parallèle et d'un espace de stationnement limité pour les avions. Les avions détournés ont été contraints de se garer sur la voie de circulation principale, ce qui signifiait que les avions au départ devaient rejoindre leur position en utilisant la piste. Il n'y avait que 2 contrôleurs aériens de service ce jour-là, et ils ont dû gérer beaucoup plus de trafic que l'aéroport n'en avait jamais vu auparavant. Le vol de la Pan Am était prêt à décoller en premier, car ses passagers n'avaient pas quitté l'avion. Cependant, pendant que les passagers de KLM débarquaient, la Pan Am s'est retrouvée bloquée pour accéder à la piste par le 747 de KLM et a dû attendre qu'il soit prêt. En fait, l'ingénieur de vol et le copilote sont descendus de l'avion pour mesurer l'espace disponible, mais ils ont déterminé qu'ils ne pouvaient pas passer. Ils ont donc dû attendre. Ce retard a été aggravé par le fait que le vol de KLM a fait le plein complet avant le départ, une décision qui s'est avérée fatale par la suite. Le copilote et l'ingénieur de vol avaient suggéré de faire le plein à Las Palmas, mais le commandant a insisté pour faire autrement. À 16h56, la tour a autorisé l'avion de KLM à rouler sur la piste et à s'aligner pour le décollage à l'autre extrémité. À 17h02, elle a donné l'instruction à l'avion de Pan Am de commencer à rouler sur la piste et de quitter la piste à la 3e sortie. Jusqu'à présent, rien d'inhabituel pour une zone d'aéroport très fréquentée qui devait utiliser la piste pour le roulage et les départs des vols. Cependant, l'avion de Pan Am n'a pas pris la 3e sortie. Cela aurait nécessité des virages de 148 degrés pour rejoindre la voie de circulation principale.
On ne sait pas clairement pourquoi cet ordre a été donné, mais avec une visibilité réduite et des instructions peu claires, le Pan Am a continué à rouler sur la piste jusqu'à la 4e sortie. Les véritables problèmes ont commencé lorsque la tour a donné à KLM des instructions de sortie, mais sans autorisation de décollage. Le commandant a relâché les freins et a mis les gaz alors que la réponse de la tour, qui ne pouvait pas voir la piste à cause du brouillard, arrivait. Préparez-vous pour le décollage. Je vous appellerai. L'équipage de KLM a probablement manqué une partie de cette communication en raison d'interférences radio. Au même moment, l'équipage de Pan Am a communiqué par radio qu'ils étaient encore en train de rouler sur la piste. La superposition a fait que l'équipage de KLM n'a entendu aucun message critique et, une fois de plus, à cause du brouillard, les deux avions ne pouvaient pas se voir. Ce n'était pas si grave, car il restait encore une chance d'interrompre le décollage. La communication suivante de la tour demandait à l'avion de Pan Am d'indiquer lorsqu'il serait dégagé de la piste. Cela a été entendu dans le cockpit de KLM et l'ingénieur de vol a demandé 2 fois au pilote si l'autre avion était dégagé, mais rien n'a été fait à ce sujet. L'avion de KLM a accéléré sur la piste en direction de l'avion de Pan Am, qui approchait de la 4e voie de circulation. Selon l'enregistrement du cockpit, c'est le commandant de bord de Pan Am qui a vu le premier avion approcher, il a mis les gaz à fond et a tenté de tourner l'avion vers la gauche en direction de la pelouse. Lorsque l'équipage de KLM a aperçu l'autre avion, il a tenté de tourner plus tôt, car il était déjà trop tard pour arrêter l'avion. Le nez et le train d'atterrissage ont évité l'avion au sol. Mais le fuselage inférieur et le train d'atterrissage principal ont percuté la partie centrale supérieure du fuselage de l'avion de Pan Am. Le moteur droit s'est détaché et a frappé le pont supérieur. Les fuites de carburant ont provoqué un incendie qui a coûté la vie à la majorité des passagers. En raison de la faible vitesse et de la perte ou des dommages subis par ces moteurs, l'avion de KLM est entré en décrochage et s'est écrasé sur la piste à environ 150 mètres au-delà de l'avion de Pan Am, avec sa pleine charge de carburant. L'incendie qui s'ensuivit fut dévastateur. L'accident fit 583 victimes et tous les passagers ainsi que l'équipage de l'avion de KLM périrent. Il y eut 61 survivants à bord de l'avion de Pan Am, y compris l'équipage de conduite. Cependant, les 2 avions furent détruits. Si cet accident aurait pu être évité, le suivant ne laissa aucune chance. La collision aérienne la plus meurtrière eut lieu le 12 novembre 1996. 2 avions sont entrés en collision en plein vol et se sont écrasés dans un petit village appelé Charki Dadri, à 100 km à l'ouest de Delhi. Des 2 avions, l'un appartenait à Kazakhstan Airlines et l'autre à Saudi Arabian Airlines. L'accident eut lieu à 18h40 lorsque le vol de Kazakhstan Airlines approchait par le côté opposé. Le contrôleur a dit à l'avion kazakh de maintenir 14 000 pieds et d'attendre des instructions. Peu de temps après, l'avion kazakh a signalé qu'il se trouvait à 15 000 pieds, à 6 milles de l'aéroport. Le contrôleur a répondu « Reçu, maintenez 150, trafic identifié à 12 heures, signalez le Boeing 740 saoudien en sens inverse à 714 milles en vue. » L'équipage kazakh a répondu en demandant la distance, ce à quoi le contrôleur a répondu « 14 milles maintenant, reçu ». N'ayant pas reçu de réponse, il a de nouveau averti que le trafic se trouvait à 13 000, niveau 140. Sans aucune raison apparente, l'avion kazakh était descendu en dessous de l'altitude prévue et est entré en collision avec le Boeing 747 de Saudi Arabian Airlines. Immédiatement, les 2 avions se sont écrasés au sol en flammes. Cet accident a coûté la vie à 349 passagers et membres d'équipage. Plus de 500 tonnes de débris sont tombées du ciel et ont atterri dans des champs de moutarde et de coton à Charki Dadri, dans l'Haryana. Cet accident à Charki Dadri a contribué à provoquer 2 changements majeurs dans l'industrie de l'aviation. Il a été allégué que la cause de l'accident était un manque de communication dû aux différences linguistiques. Pour cette raison, les autorités aéronautiques mondiales ont décidé d'exiger la maîtrise de l'anglais comme condition préalable dans l'industrie. Cela a permis de garantir que les pilotes comme les contrôleurs aériens puissent se comprendre facilement et couramment, afin de minimiser toute erreur humaine. L'accident a également conduit à la mise en place de systèmes de prévention des collisions sur tous les aéronefs. Ce dispositif alerte les pilotes si un autre appareil pénètre dans leur espace aérien. Le vol 981 de Turkish Airlines. Parfois, il suffit de s'assurer que les choses sont à leur place pour sauver des vies. D'une certaine manière, un problème mineur a provoqué un grave accident d'avion le 3 mars 1974. Le vol 981 de Turkish Airlines devait relier Istanbul à Londres Heathrow avec une escale à l'aéroport de Paris-Orly. La première partie du trajet, d'Istanbul à Orly, s'est déroulée sans problème avec un temps de vol de 4 heures. Le segment Orly-Londres a commencé à 12h32. L'avion s'est écrasé dans la forêt d'Ermenonville 10 heures plus tard.
Mais les choses ont mal tourné quelques minutes seulement après le décollage. Soudain, alors que l'avion survolait Meaux à environ 50 km, il a perdu sa porte de soute arrière. La perte de la porte de soute arrière gauche a provoqué une énorme différence de pressurisation avec la cabine, située juste au-dessus. Cette section s'est détachée de l'avion, emportant avec elle les 6 passagers qui s'y trouvaient assis. Cependant, la perte de la porte a fait que les pilotes ont perdu l'accès à des parties critiques de l'avion, notamment le gouvernail, la gouverne de profondeur et le moteur numéro 2. La perte de contrôle a fait piquer le nez de l'avion de 20 degrés vers le bas et a entraîné une augmentation de la vitesse. Les tentatives pour redresser le nez de l'avion et le stabiliser ont échoué, ce qui a conduit l'appareil à s'écraser dans la forêt d'Ermenonville. À peine 77 secondes après que la porte de la soute a été arrachée, l'avion s'est écrasé à une vitesse de 783 km/h et s'est brisé en milliers de morceaux. Cela a rendu difficile l'identification des victimes et la collecte des preuves en raison de l'étendue des débris. Au total, les 346 personnes à bord sont décédées, comprenant 11 membres d'équipage et 335 passagers. Après l'enquête, il est devenu évident que la cause était une défaillance de conception ainsi qu'une erreur des ingénieurs au sol, qui n'avaient pas vérifié que la porte était en position verrouillée avant le décollage. Plus précisément, la charnière de la porte de la soute arrière de l'avion ne s'était pas déplacée dans la bonne position et les goupilles de verrouillage n'étaient pas en place. Cela a fait qu'en franchissant les 11 000 pieds, les verrous ont cédé et la porte s'est ouverte. Ce jour-là, Turkish Airlines n'avait aucun ingénieur au sol à Orly, si bien que c'est le responsable des bagages, Mohamed Mahmoudi, qui a dû fermer la porte. Après avoir suivi la procédure de base, le voyant d'avertissement dans le cockpit s'est éteint, et il a supposé que la porte était correctement fermée. En réalité, les verrous de blocage n'étaient là pas activés, et le voyant du cockpit était un faux indicateur. Le vol 447 d'Air France. Le 31 mai 2009, le vol 447 d'Air France était programmé depuis l'aéroport international Galeão de Rio de Janeiro, Rio Gigue, Brésil, jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, CDG, France. Comme d'habitude, ce que personne ne savait, c'est qu'il s'agirait de ces 216 derniers passagers et 12 membres d'équipage à bord. Le vol AF447 a décollé de Rio de Janeiro. Rien de particulièrement notable ne s'est produit pendant la montée initiale à 35 000 pieds, alors que l'avion longeait la côte brésilienne. Au fur et à mesure que le vol se dirigeait vers le nord, ils ont communiqué avec le contrôle de la résidence, qui supervise la section la plus orientale du pays, ainsi que certaines eaux avoisinantes. Cependant, une fois suffisamment éloigné de la terre ferme, le vol AF447 se trouverait au-dessus de l'Atlantique, une zone dépourvue de couverture radio conventionnelle, et où il ne pouvait pas être suivi aussi facilement. Le temps dans la région était assez typique du début de l'été dans cette zone, ce qui signifie de puissantes turbulences provoquant des nuages orageux. Peu avant 2 heures du matin, le 1er juin 2009, le commandant de bord a quitté le cockpit pour se reposer et a échangé sa place avec le 3e pilote. 8 minutes plus tard, les 2 pilotes ont ressenti de la chaleur et ont remarqué une odeur différente, probablement due à une grande quantité d'eau et de glace qui avait été aspirée par les moteurs. Les cristaux de glace ont commencé à frapper la 330. Alors que la turbulence augmentait à 210. Le pilote automatique ainsi que l'automanette se sont déconnectés et l'avion s'est incliné vers la droite. L'indicateur de vitesse aérodynamique est passé de 275 nœuds à 60. Et l'altimètre a chuté de quelques centaines de pieds. Surpris et soudainement obligé de piloter manuellement, le copilote a tenté de rectifier la situation en actionnant l'aileron gauche et en tirant sur le manche. Malheureusement, chaque actionnement successif du manche latéral pour revenir à un vol en palier surcorrigeait malheureusement le précédent, tout en montant à 38 000 pieds. Une rafale de messages et d'avertissements ECAM a bombardé les pilotes. Parmi eux, on pouvait entendre une alerte de décrochage. Les voyants maîtres d'avertissement et de précaution s'étaient allumés. Dans le chaos des lumières, des sons et de la confusion, de nombreux éléments de mémoire dans les listes de vérification associées avaient été omis. Les pilotes allaient et venaient, essayant désespérément de comprendre la situation, car ils étaient très désorientés. Cela transforma le vol en montagne russe de montée et de descente pendant les minutes suivantes. Malheureusement, l'Air France 447 s'est retrouvé en décrochage et est tombé du ciel, s'écrasant dans l'océan Atlantique. Les 228 personnes à bord ont perdu la vie dans ce tragique accident. Le 21 décembre 1988. Attentat de Lockerbie. Le vol 103 de Pan American, Dallas, un Boeing 77, a décollé de Londres à destination de la ville de New York. Alors qu'il montait sur sa trajectoire de vol vers le nord, il a explosé au-dessus de la ville de Lockerbie, dans la région de Dumfries et Galloway, au sud-ouest de l'Écosse.
Cette explosion a tué 207 personnes de 21 pays. Au début, il semblait qu'un problème était survenu avec l'avion, mais une enquête ultérieure a démontré que cela résultait d'un magnétophone radio placé à l'intérieur d'une valise, dans la soute avant. L'explosion a percé un trou de 50 cm sur le côté gauche du fuselage. Selon l'enquête, aucune procédure d'urgence n'a été engagée dans le cockpit et aucun appel de détresse n'a été enregistré. Tout ce que l'on a entendu, c'est un sifflement de 180 millisecondes lorsque l'explosion a détruit le centre de communication de l'avion. En raison d'accidents comme celui-ci, l'administration de la sécurité des transports dispose désormais de différentes méthodes pour détecter les explosifs dans les aéroports. Vol 007 de Korean Airlines. Oubliez les dysfonctionnements du système. Voyager en avion était extrêmement dangereux pendant la guerre froide. Cela était dû aux tensions politiques de l'époque, ainsi qu'au système de défense aérienne et aux états d'alerte renforcés. Les zones les plus dangereuses sont celles situées à l'intérieur ou à proximité des régions frontalières. Entre 1950 et 1970, environ 15 avions militaires américains ont été abattus par les forces soviétiques, tandis que 3 avions soviétiques ont été abattus par les Américains. Mais le 1er septembre 1983, un avion civil est devenu la victime. Le vol 007 de Korean Air, qui reliait New York à Séoul, a soudainement disparu au-dessus de la mer du Japon avec 269 personnes à bord. Les autorités ont commencé à rechercher cet avion et il a rapidement été découvert que le vol 007 avait été abattu par un missile russe, probablement alors qu'il volait dans l'espace aérien international. Il s'était écrasé au large de l'extrémité sud de l'île de Sakhalin, une possession russe au nord du Japon. Cette catastrophe a provoqué l'horreur et l'indignation dans le monde entier et a été vigoureusement condamnée par le président des États-Unis, Ronald Reagan, qui l'a qualifié de crime contre l'humanité. Selon certains experts, cet incident a rapproché les États-Unis et la Russie de la guerre, plus que jamais depuis la crise des missiles de Cuba. Vol 182 d'Air India. Depuis longtemps, les terroristes choisissent les avions comme lieu d'explosion en raison du nombre de personnes touchées. Et le vol 182 d'Air India n'est qu'un autre des vols qui ont été attaqués. Le 23 juin 1985, le vol voyageait du Canada vers l'Inde via Londres lorsqu'il a explosé au large des côtes irlandaises, tuant les 329 personnes à bord. L'explosion a été causée par une bombe placée dans une valise qui a été transférée sur le vol, bien que le titulaire du billet ne soit pas monté à bord. À bord de cet avion se trouvaient 268 citoyens canadiens, pour la plupart d'origine indienne, ainsi que 24 Indiens. Alors que le vol était encore en l'air, une autre explosion à l'aéroport de Narita à Tokyo a tué 2 bagagistes japonais. Les enquêteurs ont déclaré plus tard que cela était lié à l'attaque contre le vol 1982 et que la bombe était destinée à un autre vol d'Air India à destination de Bangkok, mais qu'elle a explosé prématurément. Les enquêteurs canadiens ont affirmé que les attentats avaient été planifiés par des séparatistes sikhs qui voulaient se venger de l'assaut meurtrier de l'armée indienne en 1984 contre le Temple d'Or dans l'État du Pendjab. Le vol 191 de Delta, après avoir terminé la première étape du voyage de New York à Denver, a décollé de l'aéroport de Stapleton à 14h47 pour un vol de 2h26 à destination de Portland. Lorsque l'avion a quitté la porte d'embarquement à Denver, il avait environ 46 000 livres de carburant à bord, et selon le plan de vol, il n'avait besoin que de 31 000 livres de carburant pour aller de Denver à Portland. Lorsque l'équipage s'est approché de Portland, ils ont sorti le train d'atterrissage et ont ressenti une vibration inhabituelle. Le voyant qui aurait dû s'allumer pour indiquer que le train d'atterrissage avait été déployé avec succès ne s'est pas allumé, ce qui a inquiété les pilotes quant à l'atterrissage. Dans cet état d'inquiétude, ils ont contacté le contrôle du trafic aérien de Portland pour demander l'autorisation d'effectuer un circuit d'attente pendant qu'ils tentaient de diagnostiquer le problème. Au cours de l'heure suivante, l'avion a tourné en rond au-dessus du sud-est de Portland pendant que les pilotes décidaient finalement qu'ils devraient effectuer un atterrissage d'urgence. Pendant tout le temps qu'ils ont passé à essayer de résoudre le problème, ils n'ont pas vérifié la quantité de carburant restante dans l'avion pendant le circuit d'attente. La consommation de carburant avait été aggravée parce que les roues étaient sorties et que l'avion avait les volets réglés à 15 degrés. En conséquence, alors qu'ils atterrissaient, les moteurs numéro 3 et numéro 4 se sont arrêtés. L'avion s'apprêtait à atterrir sur la piste 28, L de Portland. Les moteurs restants sont tombés en panne. Après avoir déclaré l'urgence, l'avion s'est écrasé dans une zone boisée à 6 miles au sud-est de l'aéroport. Parmi les 189 passagers et membres d'équipage, le mécanicien navigant, un des agents de bord et 8 passagers, sont morts dans l'accident.
Une opération de sauvetage d'urgence a été lancée et, heureusement, les survivants ont rapidement été transportés vers des hôpitaux locaux. Vol 797 d'Air Canada. Il s'agit de l'un des accidents aériens les plus effrayants de l'histoire. Cela s'est produit le 2 juin 1983. Le vol 797 d'Air Canada venait de Dallas, Texas, et se dirigeait vers Toronto, Canada. L'équipage de cabine a soudainement découvert de la fumée dans une salle de repos, et en la voyant, ils ont décidé d'essayer d'éteindre l'incendie caché avant de contacter le contrôle du trafic aérien et de déclarer une urgence. Alors que la fumée envahissait l'avion, les pilotes ont effectué un atterrissage d'urgence à Cincinnati, à l'aéroport international Greater Cincinnati. Le feu a pratiquement rendu tous les instruments du cockpit inutilisables, obligeant les pilotes à faire atterrir l'avion à l'aveugle. Le service d'incendie de l'aéroport a immédiatement commencé les opérations d'extinction après l'atterrissage de l'avion, tandis que les passagers et les agents de bord évacuaient rapidement par les portes avant et que le commandant de bord et le copilote sortaient par les fenêtres coulissantes du cockpit. Malheureusement, tout le monde n'a pas réussi à sortir vivant, car un incendie soudain a envahi l'intérieur de l'avion environ 90 secondes après l'ouverture des issues. Au total, 23 personnes ont péri dans cet incendie. Vol 427 d'US Airways. Lorsque le vol 427 de US Airways a entamé son approche pour atterrir à Pittsburgh, le 8 septembre 1994, le Boeing a soudainement viré à gauche et s'est précipité de 5000 pieds vers le sol, tuant les 132 personnes à bord de l'avion. La boîte noire a révélé que le gouvernail s'était déplacé brusquement en position complètement à gauche, ce qui a provoqué le virage. Mais pourquoi cela s'est-il produit? US Air a accusé l'avion, tandis que Boeing a blâmé l'équipage. Il a fallu près de 5 ans au NTSB pour conclure qu'une valve bloquée dans le système de commande du gouvernail avait provoqué l'inversion de celui-ci. Alors que les pilotes appuyaient frénétiquement sur la pédale du gouvernail droit, le gouvernail est parti vers la gauche. En conséquence, Boeing a dépensé 500 millions de dollars pour moderniser les 2800 avions de ligne les plus populaires au monde. Et en réponse au conflit entre la compagnie aérienne et les familles des victimes, le Congrès a adopté la loi sur l'assistance aux familles en cas de catastrophe aérienne, qui a transféré les services aux survivants à la SAN NTSB. Vol 302 d'Ethiopian Airlines. Alors qu'il a fallu 61 minutes pour s'écraser dans la mer de Java en octobre 2018, en raison de problèmes de contrôle de vol, le vol 302 d'Ethiopian Airlines n'a mis que 6 minutes. Le vol de Lion Air s'est abîmé en mer parce qu'il a rencontré des problèmes de contrôle de vol liés en partie à une défaillance du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre du nouvel appareil. Le système a, par erreur, poussé le nez de l'avion vers le bas malgré tous les efforts du pilote pour le corriger. Seulement 5 mois plus tard, le vol 302 d'Ethiopian Airlines en route vers Nairobi, depuis Addis Abeba, s'est écrasé seulement 6 minutes après le décollage. Les enquêtes ont révélé que l'avion a connu un sort similaire à celui du vol 610. Entre les deux accidents, 346 personnes ont perdu la vie. À la suite de ces deux incidents, la FAA et Boeing ont cloué au sol tous les avions 737 MAX 8 afin d'enquêter en profondeur sur l'appareil, de corriger les problèmes de câblage, de réparer le système de contrôle de vol et de permettre aux pilotes de recevoir une formation supplémentaire sur l'avion. En novembre 2020, le MAX a été jugé suffisamment sûr pour voler, mais ses problèmes sont loin d'être terminés. En avril 2021, Boeing a publié un communiqué ordonnant l'immobilisation d'environ 160 avions MAX 8, afin de résoudre un autre problème logiciel. Cependant, avec tous ces allers-retours concernant ces avions, monterais-tu à bord de n'importe lequel d'entre eux si tu en croisais un? Vol 17 de Malaysia Airlines. Si tu penses que les avions ne sont plus abattus de nos jours, tu devrais regarder celui-ci. Le 17 juillet 2014, le vol 17 de Malaysia Airlines a décollé de l'aéroport d'Amsterdam, porte Schiphol, avec 13 minutes de retard sur l'heure de départ prévue, vers 12h30. Et aux alentours de 16h20, un missile solaire, qui avait été lancé depuis une zone au sud-est de l'avion, a explosé à l'extérieur de l'appareil, juste au-dessus et à gauche du cockpit. L'explosion et les éclats du missile ont gravement endommagé le cockpit et tué instantanément 3 membres de l'équipage. À bord, il y avait au total 283 passagers, dont 80 enfants, ainsi que 15 membres d'équipage. Après l'enquête, une équipe internationale d'enquêteurs criminels a déclaré que les preuves montraient que le missile Buk avait été amené depuis le territoire russe et avait été tiré depuis un champ contrôlé par des séparatistes soutenus par la Russie. Cet acte inhumain a conduit trop de personnes à une mort prématurée.
Le vol 592 de Valujet. Bien que la FAA ait pris des mesures contre les incendies en cabine après l'accident d'Air Canada en 1983, elle n'a rien fait pour protéger les compartiments à bagages des avions de passagers. L'accident du Valujet 592, le 11 mai 1996, a finalement poussé l'agence à agir. L'incendie à bord de l'avion a été provoqué par des générateurs d'oxygène chimique qui avaient été emballés illégalement par SabreTech, le sous-traitant chargé de la maintenance de la compagnie aérienne. Un choc a fait exploser l'un d'eux et la chaleur qui en a résulté a déclenché un incendie, alimenté par l'oxygène qui s'en échappait. Les pilotes n'ont pas pu atterrir l'avion en flammes à temps, ce qui a entraîné la mort de 110 personnes. La FAA a réagi en ordonnant l'installation de détecteurs de fumée et d'extincteurs automatiques dans les soutes à bagages de tous les avions commerciaux. Elle a également renforcé la réglementation concernant le transport de marchandises dangereuses à bord des avions. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine et n'oubliez pas, nous sommes The Untold.